Vous écoutez Pulsion meurtrière dans la tête des tueurs, deuxième partie. Le 29 juin 1991, deux amateurs de canoë passèrent un après-midi de détente sur le lac Gibson du côté canadien des chutes Niagara. Le niveau de l'eau était très bas et des blocs de béton recouverts d'une peinture noire se trouvaient sur la grève. Un des hommes trébucha sur un bloc qui se brisa en deux. Il fut horrifié de découvrir qu'à l'intérieur se trouvaient des membres humains. Les policiers retrouvèrent des parties du corps dans chacun des 8 blocs. 15 jours plus tard, les radiographies des dents permirent d'identifier la victime. Il s'agissait d'une adolescente appelée Leslie Mahaffey, disparue 2 semaines auparavant dans la ville avoisinante de Burlington. Ils découvrirent qu'elle avait également été abusée sexuellement avant d'être tuée. Il s'agissait d'un crime très violent pour cette petite localité paisible. Vince Bevan de la police régionale de Niagara fut chargé de mener cette enquête. Nous avons connu l'identité de la victime environ 1 mois plus tard et nous avons ensuite cherché qui elle fréquentait et quelles étaient les circonstances de sa disparition à Burlington afin de trouver un quelconque lien qui expliquerait comment elle avait été tuée et s'était retrouvée dans des blocs de béton sur le bord du lac Gibson. Mais ils ne trouvèrent ni témoins ni indices sur l'identité du meurtrier. Le chercheur légiste Mike Kershaw commença par examiner minutieusement les blocs de béton à la recherche d'une piste quelconque. J'ai examiné environ 300 kilos de béton. Cet examen, qui se fait à l'aide d'une source lumineuse alternative, m'a pris environ 120 heures. Nous espérions notamment trouver des objets ayant appartenu à Leslie Mahaffey, comme des bijoux. Nous cherchions également des scies ou des lames de scie. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont des cheveux et des fibres qui ne semblaient pas appartenir à Leslie Mahaffey. Des analyses révélèrent que le béton était d'une marque courante. Il était donc impossible de retracer sa source. La peinture était une peinture noire en aérosol. Le seul indice provenait des cheveux de la victime, plusieurs mèches de cheveux clairs. Rien ne permettait de les comparer. Cet examen n'apportait pas grand-chose. Une nouvelle jeune fille du nom de Christine French fut à son tour portée disparue, ce qui poussa les enquêteurs à redoubler d'ardeur dans la recherche du tueur de Niagara. Elle avait quitté l'école le 16 avril et avait été vue pour la dernière fois marchant devant une église. Elle n'était jamais arrivée chez elle. 2 semaines après sa disparition, un recycleur de ferraille découvrit son corps. Elle avait été abusée sexuellement, puis tuée à peu près de la même façon que Mahaffey. Vince Bevan était convaincu qu'il s'agissait de l'œuvre d'un tueur en série et sa témérité grandissante était alarmante. Christine French avait été enlevée à 3 heures de l'après-midi dans une aire de stationnement près d'une rue passante. For somebody to abduct her from that particular area, Un enlèvement dans ce genre d'endroit est inhabituel parce que le niveau de risque est très élevé. N'importe quoi pouvait interférer avec ses plans. Ce n'était pas un geste désespéré, mais tout de même très dangereux pour ce genre de criminel. it's not a desperate act by any means, but it is certainly an above normal level of risk for an offender of this type. L'enquête connut sa première percée 125 km plus loin, dans la ville de Scarborough. Pendant 2 ans, la police avait tenté sans succès d'arrêter un violeur. Suite à une information en 1990, ils visitèrent Paul Bernardo, un comptable qui ressemblait à la description faite par certaines victimes. Mais ce suspect semblait bien inoffensif. Quand on essaie d'imaginer le type d'homme qui commettrait ce genre de crime, on s'attend toujours à ce qu'il soit marqué d'un signe particulier. Vince Bevan, policier. Comme le bossu qui traîne sa jambe derrière lui.
Les enquêteurs prélevèrent tout de même des échantillons de sang et de salive de Paul Bernardo pour procéder à l'analyse de son ADN. Il faisait partie des 1500 suspects potentiels. À cette époque, le procédé d'analyse de l'ADN était beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Le laboratoire mit 2 ans pour compléter l'analyse des échantillons d'ADN. En 1991, Bernardo avait quitté Scarborough pour s'installer à Niagara. Les viols avaient cessé à Scarborough et on constatait une recrudescence de meurtres à Niagara. En février 1993, le résultat des analyses d'ADN confirma enfin que Bernardo était bien le violeur de Scarborough. Les autorités le notifièrent alors à la police de Niagara. Nous aurions pu établir le lien entre ces crimes plus rapidement, mais ça ne pouvait être fait avant que l'analyse de l'ADN ne confirme la culpabilité de Bernardo. Bernardo fut arrêté pour les viols de Scarborough et les meurtres de Niagara. Il nia les accusations de meurtre et la police ne put malheureusement pas les prouver. Si Bevan voulait poursuivre, il devait trouver autre chose. Il obtint un mandat pour fouiller la maison de Bernardo. Une équipe passa 10 semaines à la recherche de cheveux, de sang et d'empreintes digitales, n'importe quoi qui confirmerait la présence des victimes. Nous avons travaillé à 4 pattes avec un microscope et avons scruté les tapis jusqu'à ce que nous trouvions quelques cheveux. Mike Kershaw, médecin légiste. Nous avons finalement découvert des mèches de cheveux qui appartenaient à Christine French. En plus des cheveux, les policiers découvrirent des traces de l'ADN de French et de Mahaffey. Les autopsies révélaient que les 2 victimes avaient été droguées. Les enquêteurs découvrirent dans un tiroir un tranquillisant que la femme de Bernardo, Karla Homolka, avait obtenu de la clinique vétérinaire où elle travaillait. La police fit l'inventaire du sous-sol de Bernardo grâce à un enregistrement vidéo qu'il avait fait pour ses assurances. Les éléments s'assemblaient peu à peu. Le premier élément était une scie circulaire qui correspondait à celle utilisée pour démembrer la première victime. Un autre renseignement sur l'enregistrement était tout aussi incriminant. Lors de l'inventaire, la caméra faisait un panoramique du sous-sol et montrait les outils que Bernardo possédait. Elle est passée devant une armoire où, sur la tablette du haut, se trouvaient 2 canettes de peinture en aérosol. Une avait un couvercle gris et l'autre un couvercle noir. Pourtant, quand nous étions venus effectuer la fouille avec le mandat, nous n'avions jamais trouvé de canettes de peinture noire. En plus des images vidéo, les enquêteurs avaient remarqué des marques sur l'escalier qui menaient au sous-sol. Un examen microscopique révéla des traces de peinture noire. Les experts légistes fabriquèrent de nouveaux blocs de béton identiques à ceux qui contenaient le corps de Mahaffey. Ils leur appliquèrent de la peinture noire et les jetèrent au bas d'escalier du même type. Les marques créées lors de la chute étaient similaires à celles des escaliers de Bernardo. Les indices étaient de plus en plus incriminants, mais rien encore n'était vraiment tangible. L'enquête eut un coup de pouce grâce au secours d'un témoin inattendu. Au mois de janvier 1993, l'épouse de Paul Bernardo, Karla Homolka, l'avait quitté. Elle déclara à la police que Bernardo l'avait attachée et forcée à revivre les derniers moments de ses victimes. Craignant de subir le même sort qu'elle, elle était partie. Au mois de février, elle avait finalement décidé de collaborer avec la police et confessa qu'elle avait elle-même joué un rôle dans les horribles crimes de Paul Bernardo, crimes qu'il avait enregistrés sur vidéocassette. Karla Homolka avait rencontré Paul Bernardo en 1987, alors qu'elle était encore adolescente. Bernardo était un bel homme avec une bonne situation. Il était son aîné de 6 ans. Mais sous des dehors agréables, Bernardo était obsédé par son besoin de dominer les femmes. Roy Hazelwood, un ancien agent du FBI et un expert en crimes sexuels, a passé 6 ans à étudier le lien étrange qui unit les tueurs en série aux femmes qui en deviennent amoureuses. Les procureurs canadiens lui avaient demandé son expertise pour évaluer le cas de Karla.
Hazelwood croit que Bernardo, comme beaucoup de tueurs en série, perçoit les femmes comme des êtres inférieurs qui ne méritent aucun respect. C'est ce qui explique pourquoi ils choisissent des jeunes femmes de la classe moyenne, plutôt que des prostituées, des alcooliques ou des drogués. Ils veulent détruire l'image de gentillesse et de pureté attribuée à ce type de femme. Les parents de Carla avaient encouragé son idylle avec ce beau jeune homme distingué qu'était Bernardo. En 1990, elle était déjà sous son emprise. La veille de Noël de cette année-là, elle l'avait aidé à droguer sa propre sœur Tammy afin qu'il puisse la violer. Mais la dose était si forte qu'elle en était morte. Ils avaient raconté qu'elle avait bu trop d'alcool. Personne n'avait alors douté de leurs explications. Il n'y a aucun doute que Bernardo l'a manipulée. Vince Bevan, policier. Elle était une jolie et intelligente jeune femme. Ce qui est un mystère pour moi, c'est qu'elle se soit mêlée à ce premier incident. Il est cependant clair qu'après le décès de sa sœur, elle était déjà piégée. Elle avait elle-même installé son propre piège et Bernardo profitait de la situation. La nuit du 14 juin 1991, 6 mois après la mort de Tammy, Bernardo partit rôder à la recherche de jeunes filles. Selon le récit de Carla, il vit Leslie Mahaffey à 2 heures du matin enfermée à l'extérieur de sa maison. Il lui offrit de l'aide, puis l'attira dans sa voiture en lui offrant une cigarette. Carla déclara à la police que Bernardo l'avait forcé à filmer le viol de Mahaffey. 2 semaines plus tard, Paul et Carla s'épousaient. Le jour même de la découverte du corps de Mahaffey dans les blocs de béton. Bernardo avait resserré son étau autour de Carla et l'entraînait de plus en plus profondément avec lui. Parce qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle cherchait son approbation et voulait lui plaire, elle a accepté de participer à ses fantaisies. Agent spécial Roy Hazelwood. Et c'est devenu de plus en plus bizarre. Au mois d'avril 1992, Carla aida son mari à enlever Christine French. Elle prétexta qu'il s'était égaré et lui demanda de lui indiquer l'endroit où il se trouvait sur une carte géographique. Bernardo se glissa derrière la jeune fille et la poussa à l'intérieur de la voiture. Selon ses déclarations, Carla Homolka avait à nouveau filmé la scène et participé à l'assaut de Bernardo. Mais où étaient donc les vidéocassettes ? Malgré 10 semaines de recherche intensive dans la maison de Bernardo, la police avait été incapable de mettre la main dessus. Les enquêteurs apprirent plus tard que Bernardo avait demandé à son avocat de les faire disparaître. Les cassettes furent finalement versées au dossier et corroboraient chaque détail de la déclaration de Carla. Bernardo se servait des enregistrements pour revivre à loisir les crimes qu'il avait commis. Les cassettes et le témoignage de Carla Homolka suffirent amplement à faire emprisonner Paul Bernardo. Il fut condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Quant à Carla Homolka, elle ne fut condamnée qu'à 12 ans de prison. À cause de sa collaboration avec la justice, on avait prédéterminé cette sentence avant le visionnement des cassettes. Les enregistrements montraient clairement la participation de Carla dans la torture et l'abus des victimes. Était-elle une simple victime ou une complice avisée qui avait obtenu une entente avantageuse avec la justice? Est-elle une victime? Agent spécial Roy Hazelwood. Pas dans le sens qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Elle est responsable de ce qu'elle a fait et doit être punie pour l'enlèvement et le meurtre de 3 personnes. Dans ce sens, elle n'est pas une victime. Mais est-elle une victime dans le sens qu'elle était dominée par son mari et qu'il aurait abusé d'elle? Dans ce sens, oui, elle est une victime. Lentement et péniblement, les experts découvrent les comportements des tueurs en série. Mais ces mêmes règles s'appliqueraient-elles à une femme?
En décembre 1989, des policiers découvrirent une voiture abandonnée sur l'accotement d'une autoroute de Floride, près de Daytona Beach. La voiture appartenait à un homme de Tampa du nom de Richard Mallory, 51 ans, disparu depuis plusieurs jours. Quelques 10 jours plus tard, on découvrit le corps de Mallory nu et criblé de balles de calibre 22 à 3 km de sa voiture. Les policiers interdirent l'accès du secteur afin d'y trouver des indices. C'est Larry Orzepa de la police du comté de Volusia qui était chargé de mener l'enquête. Au début, nous ne savions pas trop ce que nous avions entre les mains. Alors, comme pour toutes nos enquêtes, nous avons littéralement recueilli tout ce qui pouvait être lié au crime. Mais les enquêteurs ne trouvèrent rien de déterminant. Le manque d'indices bloquait la progression de l'enquête. Pendant que les policiers de Volusia tentaient d'élucider ce cas, les policiers des localités avoisinantes étaient confrontés à des meurtres similaires. Pris par leur travail, ils n'étaient pas au courant des préoccupations des autres postes de la région. Nous ignorions tout des autres meurtres qui s'étaient produits pendant l'année. Nous étions concentrés uniquement sur notre cas. Mais plus le nombre de victimes augmentait, plus la police put observer une similitude entre les meurtres qui s'étaient produits partout dans l'État de la Floride. Finalement, les différents départements de police décidèrent d'unir leurs ressources. Nous avons relevé des ressemblances, comme le fait que tous les hommes avaient plus de 45 ans, qu'ils voyageaient seuls sur des autoroutes importantes. Les corps avaient tous été laissés près d'une autoroute, et leurs voitures étaient toujours à un autre endroit. Le tueur était méthodique et constant. On avait tiré dans le torse de toutes les victimes, sauf une avec un pistolet de calibre 22, une arme à feu relativement petite. Et dans chacun des cas, le siège du conducteur avait été avancé à la position la plus rapprochée du volant. Ces indices suggéraient que le tueur était petit, assez même pour être une femme. Si cette supposition était vraie, il s'agissait d'un cas unique. Jamais on n'avait vu de femme tueur en série. Mais ça ne demeurait qu'une supposition, puisque le tueur avait été prévoyant et avait effacé toute trace d'empreinte digitale. Le 4 juillet 1990, une femme appela la police et déclara qu'elle avait vu une voiture foncer dans une clôture, puis faire demi-tour et prendre la fuite. 2 femmes se trouvaient à bord, une grande blonde et une petite brune. Quelques kilomètres plus loin, on retrouva une voiture correspondant à la description de la dame. D'autres témoins firent la description des 2 femmes. La vérification des plaques d'immatriculation révéla que la voiture appartenait à un certain Peter Sims, un missionnaire itinérant de 65 ans, disparu depuis un mois. Croyant qu'il y avait peut-être un lien entre ce cas et les autres meurtres, les enquêteurs envoyèrent la voiture à Merv Stevens, du département des forces judiciaires de Floride. Le véhicule avait été nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur. L'analyste a retiré l'accoudoir et découvert juste en dessous l'empreinte d'une main ensanglantée. C'était le seul indice dont il disposait. Mais une empreinte de sang est extrêmement fragile. Les spécialistes n'avaient qu'une seule chance pour l'analyser et ainsi retracer le tueur. Aucune erreur n'était permise. Ils ont prélevé l'empreinte en tout dernier lieu. Détective Merv Stevens. Une fois qu'ils ont découvert ce qu'ils croyaient être une empreinte de sang de couleur brun-rouge, ils l'ont photographiée en utilisant différentes techniques d'éclairage. Mais une empreinte de sang a tendance à sécher. Une fois qu'elle est sèche, elle devient fragile. Le simple fait de la déplacer ou de la manipuler peut la faire s'effriter complètement. Après l'avoir photographiée, on appliqua avec précaution du ruban adhésif transparent par-dessus. Le moindre pli risquait de compromettre l'opération. Avec le plus grand soin, le ruban fut alors soulevé.
Une fois cette opération terminée, on fixa l'empreinte sur un carton blanc. Les analystes avaient réussi leur délicate opération. Ils examinèrent l'empreinte de la main et la comparèrent à celle de criminels connus dans l'État de Floride. Stevens découvrit qu'elle correspondait à l'empreinte d'une certaine Laurie Groody, déjà accusée de possession d'armes. Groody était également connue sous le nom de Cammie Green et Eileen Wuornos. La plupart des voitures des victimes ayant été cambriolées, les policiers enquêtèrent également auprès des prêteurs sur gage. Ils espéraient ainsi trouver d'autres indices. Chez un de ces prêteurs, ils trouvèrent un billet au nom de Cammie Green qui y avait laissé une caméra de marque peu commune et un détecteur radar. Ces objets étaient précisément manquants dans la voiture de Richard Mallory. Comme les prêteurs sur gage de Floride sont tenus par l'État de prendre les empreintes digitales de leurs clients, ils purent ainsi comparer les empreintes de Cammie Green à celles prélevées dans la voiture. Les empreintes correspondaient. On venait de lier l'empreinte de sang et les objets volés au mystérieux tueur. Les enquêteurs retrouvèrent la trace d'Eileen Wuornos à Daytona Beach, où elle était sympathisante d'un groupe de motards. Elle fréquentait un bar appelé The Last Resort et dormait souvent sur une banquette derrière le comptoir. Des agents doubles l'avaient à l'œil en attendant de disposer de suffisamment d'éléments pour procéder à son arrestation. Mais l'annonce d'une fête de motards de tout l'État, prévue pour le week-end suivant, obligea les enquêteurs à agir plus rapidement, car ils craignaient de perdre sa trace. Le 9 janvier 1991, les policiers procédèrent à son arrestation. Dans ses effets personnels, on trouva la clé d'une consigne qui s'avéra contenir les effets volés des victimes. L'étau se resserrait autour de Wuornos. Les enquêteurs firent des pressions auprès de ses amis pour obtenir de l'information. Elle passa aux aveux afin de les tenir en dehors de cette histoire. Elle fut accusée du meurtre de 6 hommes devant les tribunaux de Floride et reconnue comme une des premières femmes tueurs en série. En décembre 1989, Eileen Wuornos avait choisi de faire de l'autostop avec des hommes d'âge mûr, de les piéger en leur offrant son corps contre rémunération pour ensuite les tuer dans un endroit isolé. Mais pourquoi? Wuornos déclara qu'il s'agissait d'autodéfense, mais Larry Ozepa avoue ne pas y croire. I think as she was applying her trade, je crois qu'elle se prostituait et qu'un jour, elle a tenté l'expérience d'apporter une arme avec elle. C'était avec Mallory. Une fois qu'elle a tué ce premier homme, elle a trouvé cela facile et s'est dit « Pourquoi ne pas recommencer ?» Anne Rule a étudié des cas de femmes meurtrières. Elle ne croit pas que le vol était le principal motif d'Eileen Wuornos. Elle croit plutôt qu'elle s'est sentie abusée par les hommes et que les tuer était en quelque sorte une vengeance. Sa haine était semblable à celle des tueurs en série. De toutes les femmes que j'ai étudiées, elle est la seule qui avait une constance dans le type de victime qu'elle choisissait. Une manière de procéder qui passe d'un étranger à un autre, comme tous les tueurs en série. Après chaque meurtre, les tueurs en série perdent un peu plus de leur conscience, ce qui rend leur prochain crime encore plus facile à commettre. La seule façon de mettre fin au meurtre en série est d'encourager la collaboration entre les différentes forces policières afin qu'elles puissent comparer leurs cas et ainsi en constater les similitudes. C'est d'ailleurs grâce à cette coopération que plusieurs tueurs en série ont pu être arrêtés ces dernières années. Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robert Clem. Il a été réalisé par Mike Sinclair. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun,
assisté de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.